je dirais que le prochain objectif, c'est un demi-million d'euros et puis ensuite le million. Et L'objectif, c'est que mes revenus immobiliers permettent de couvrir les études de mes enfants. hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est un nouveau format où j'accueille un invité qui s'appelle Barnabé. Bonjour Barnabé. Salut Hugo, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Dans cette vidéo, on va se poser mutuellement plusieurs questions sur différents sujets, InPost, Mercado Libre, sur nos différentes ambitions en finance, sur le marché, plein de choses. Voilà, on peut commencer tout de suite avec la première question. Alors, moi, je suis curieux. Je te suis un peu sur les réseaux, je vois ce que tu fais. Je sais que tu es pas mal axé analyse fonda. Ouais. Et je suis curieux d'avoir un peu tes critères de sélection d'actions. Comment est-ce que tu analyses un peu tes dossiers? Pour toi, quels sont vraiment, tu vois, les critères importants, voire cruciaux, quand tu vas investir sur une action? Ma méthode, elle s'organise, je dirais, en deux grandes parties. La première partie, c'est des filtres que je vais appliquer pour éliminer une grande partie d'entreprises dans lesquelles je ne veux pas investir. Et ensuite, dans une deuxième partie d'analyse fondamentale, là, j'aurai déjà ciblé un dossier qui normalement m'intéressera. Et là, je vais creuser davantage l'analyse pour être certain qu'il n'y a pas de drapeau rouge, de red flag qui ferait que j'aurais pas envie d'investir dans la boîte. Mes premiers critères de sélection qui éliminent 99,9% des entreprises dans lesquelles j'investis, c'est des critères assez précis finalement. Par exemple, une croissance du chiffre d'affaires de plus de 20% sur les 3 dernières années au minimum. Pareil pour le cash flow opérationnel, une croissance du cash flow opérationnel d'au moins 20% sur les 3 dernières années. Je vais cibler des entreprises qui ont des marges qui soit stagnent, soit s'améliorent. Une entreprise qui va voir ses marges diminuer. En général, c'est une entreprise que je vais éliminer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme critères? Par exemple, les entreprises qui sont dans le secteur biotech ou le secteur pharma ou certaines entreprises immobilières, je vais éviter d'investir dedans parce que pour moi, c'est un avis très personnel, des convictions très perso. Je pense que ces boîtes-là vont avoir des difficultés pour générer des cash flows de plus en plus grands dans l'avenir parce que leur business est basé sur des choses qui sont pas forcément prévisible facilement sur les 5 ou 10 prochaines années. La recherche, ce genre de choses, quoi. Voilà. Je préfère des business qui vont croître de manière linéaire sur le long terme. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup le e-commerce parce que c'est un secteur qui lui-même est en croissance, une croissance de plus de 8% par an qui est projetée sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est en demande et qui va continuer à se développer. Donc pour une boîte qui évolue dans ce secteur, ça va être beaucoup plus simple de se développer. Et je vais cibler des boîtes qui sont dans ce secteur parce que globalement, une fois que tu as une entreprise qui voit sa croissance s'améliorer d'année en année, il n'y a pas de raison que la croissance s'arrête, à part si le management fait, je sais pas, de mauvais investissements ou peu importe, mais une boîte qui par exemple comme Mercado Libre, qui a un bon site e-commerce, qui fonctionne, qui a le réseau logistique pour soutenir sa croissance et augmenter de plus en plus ses ventes, ses volumes, etc. Il n'y a pas de raison que d'une année sur l'autre, la croissance, elle soit diminuée par 2. Tu vois, c'est très linéaire et je préfère ce genre de business. Après, d'autres critères de sélection de tête comme ça, les marges, les cash flows, la croissance du salaire, les bénéfices. Je regarde beaucoup le cash flow opérationnel parce que je cible des boîtes de croissance. Je vais pas trop cibler des boîtes à proprement dit value. C'est-à-dire, je vais pas cibler des boîtes qui versent des dividendes. Je vais pas cibler des boîtes qui ont une croissance inférieure à 8% par an. Je vais vraiment cibler des boîtes qui ont une bonne croissance. Critères de valorisation, il n'y a pas vraiment de critères d'élimination, mais évidemment, si je vois que la boîte s'échange 60 fois le cash flow, en général, je vais éviter d'investir dedans tout de suite. Je vais plutôt ajouter la boîte à ma watchlist et attendre un peu. Voilà. Du Palantir, par exemple? Voilà, exactement. Palantir, idéalement, ça rentrerait totalement dans mes critères de sélection et même dans la deuxième partie de mon analyse, je verrais que c'est une super boîte, mais malheureusement, quand je vois ce type de valorisation, c'est un critère pas d'élimination, parce que je vais ajouter la boîte dans ma watchlist et je vais juste attendre qu'elle atteigne un niveau de valorisation plus raisonnable, acceptable. Mais je vais pas investir dans une boîte qui s'échange à un niveau de valorisation qui est complètement déraisonnable, quoi. Et rapidement, tu vois, tu parlais d'un peu de ce que la boîte fait avec son cash, quoi, finalement, où vont les investissements. Est-ce que tu regardes un peu les cash flow statements, par exemple, tu sais, pour savoir un peu, je sais pas, Google met son cash là, Meta va mettre son cash plutôt là. Tu regardes un peu tout ça? Ouais, je creuse à chaque fois pour essayer de comprendre dans quoi l'entreprise investit, parce que moi j'investis plus dans des boîtes de croissance, donc en général les boîtes de croissance ont des capex qui sont assez élevés.
Donc, c'est hyper important de savoir ce que fait le management de ce cash et dans quoi ils investissent et quelle est leur vision. Parce que, évidemment, s'ils réallouent mal le cash qu'ils génèrent et qu'ils ont en réserve, c'est de la valeur qui va être détruite pour les actionnaires. Donc, je vais essayer de comprendre dans quoi ils investissent, quelle est leur vision. Je vais regarder des indicateurs comme, indicateurs de base comme le ROS, le ROIC, Return on Capital Employed, retour sur capitaux employés, retour sur capitaux investis. Je vais regarder l'historique de ces ratios, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir est-ce que le management a bien employé les capitaux cette année, ou est-ce que depuis les 5 dernières années, ils arrivent à employer les capitaux de mieux en mieux, tu vois. Un ROS qui baisse, par exemple, c'est un critère d'élimination, parce que pour moi, ça veut dire que le management soit ne sait plus quoi faire du cash qu'a l'entreprise, soit investit dans des choses qui Moins rentable. qui ne génèrent pas autant de rentabilité que ce qu'ils avaient avant pour leurs actionnaires. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais oui, je regarde totalement dans quoi l'entreprise investit. On a une vision similaire. Par exemple, Saint-Gobain là qui annonce une restructuration pour se recentrer sur les activités les plus rentables. Moi, c'est clairement aussi ce que je recherche, quoi. Ouais, tu regardes comme moi si l'entreprise, dans quoi elle investit, et tu essayes de savoir est-ce que les investissements qui sont faits aujourd'hui vont apporter de la rentabilité aux actionnaires dans les 2-3 ans à venir. Tu cibles plutôt 2-3 ans ou plutôt vraiment très long terme? Je regarde le moyen terme. Donc pour moi, moyen terme, ça va être 2, 3, 5 ans. Et après, les grosses tendances économiques un peu plus globales, tu vois, je te dis une bêtise, mais la silver economy, le vieillissement de la population, c'est des choses sur lesquelles je vais tabler sur un peu plus long terme, tu vois. Ça peut être du 10, du 20 ans. Après, généralement, on parle d'investissement long terme, mais je suis quand même prudent quand j'investis sur le long terme. Je continue d'analyser les actions, tu vois, du Visa, par exemple, même si c'est une super boîte. Je trouve, en tout cas, moi, personnellement, c'est une boîte que je vais continuer d'analyser sur le long terme. Mais effectivement, s'il y a une dégradation, exactement comme ce que tu dis là, je vais me poser des questions, ouais. Et tu vois, on parle du cash flow statement, donc le fait d'employer son cash de façon intéressante. Pour moi, typiquement, il y a un exemple actuellement, c'est tu compares un petit peu Meta en 2022, 2021 à Google, par exemple. Moi, je trouve que Meta, ils n'ont pas forcément fait les bons choix au niveau des investissements, en partie à cause du management. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Alors que je trouve que Google s'est positionné sur des moteurs de croissance qui sont beaucoup plus intéressants. Totalement. Et puis, je rajouterais que quand tu fais du stock picking, je pense que tu es obligé de toujours garder un œil sur ce que fait l'entreprise, ce que fait le management, etc. Parce que d'un trimestre à l'autre, il peut y avoir des décisions qui sont prises et qui changent totalement l'avenir de la boîte ou qui peuvent changer la situation actuelle. Donc ouais, c'est toujours très important de continuer à analyser la boîte. Et c'est peut-être l'inconvénient du stock picking. Ouais, carrément. Et tu as d'autres facteurs. Tu vois, là, récemment, le taux de change sur des boîtes françaises un peu quali, comme, je te dis une bêtise, tu as du Interparfum, tu as du L'Oréal. Ça a un impact réel et pas forcément un impact très court terme. Ça a aussi un impact sur le moyen terme parce que ça joue sur le cash. Donc, ça joue aussi sur le coût du capital. Donc, les investissements coûtent plus cher. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et je trouve que juste dire j'investis sur cette action à long terme et je ferme les yeux, pour moi, c'est pas rationnel. Je pense qu'il faut effectivement, comme tu dis, jeter un œil et toujours savoir un petit peu ce qui se passe du côté de l'entreprise, du côté macro aussi, parce que ça a forcément un impact. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Tu veux que je précise quelque chose dans la question ou on passe à la question suivante? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les critères. Ouais, c'était intéressant. On a fait. Parfait. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses de l'investissement en ETF en 2025 et maintenant pour 2026? Je précise ma question. Beaucoup de gens, depuis 2-3 ans, parlent de l'investissement en bourse qui se limite presque à investir dans un ETF S&P 500, investir dans un ETF MSCI World et attendre 20, 25, 30, 40 ans que l'investissement prenne en valeur parce que historiquement, ces indices ont eu 10% de rentabilité par an depuis une centaine d'années. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie sur les 5 à 10 prochaines années? Alors, c'est une question qui est intéressante, qui est assez large dans le sens où il y a énormément de choses à prendre en compte. Je pense que pour un débutant qui veut s'exposer à la croissance économique mondiale, pourquoi pas? Par contre, tu peux évidemment pas te dire ça a fait 10% sur les 30, 50 dernières années. Là, on sait que la croissance mondiale, elle va
très certainement avoir tendance à ralentir. C'est les anticipations des analystes, des économistes. Et donc, tu peux te dire, bon, ok, mais peut-être que je vais bénéficier effectivement de la croissance mondiale, mais elle sera peut-être pas de 10%, tu vois. Donc, ton ETF, il va peut-être pas performer autant que ce qu'il a pu performer dans les dernières années, qui étaient très favorables à ce type d'investissement. Et ensuite, il y a quand même des risques, je trouve, moi, sur les ETF, qu'on prend pas suffisamment en compte. C'est déjà le fait, enfin, la première chose, ça va être la concentration. On est très centré sur les valeurs US aujourd'hui. Tu as des ETF qui te permettent de diversifier. Donc, je pense que si tu investis sur des ETF, c'est bien aussi de diversifier ton portefeuille d'ETF. Donc, pas investir, par exemple, que sur du S&P 500 ou que sur du Nasdaq. Et tu as aussi le fait qu'il y a un phénomène en ce moment qui est assez important, c'est que tu as de plus en plus d'ETF, pas forcément toujours qualitatifs. Tu as aussi de plus en plus d'ETF à effet de levier. Et ça, je pense qu'il faut être assez prudent là-dessus. Tu as du x2, tu as du x3, maintenant tu as même du x5. Et donc ça peut créer énormément de volatilité. Et je reviens sur une dernière chose, c'est que tu m'as parlé effectivement de l'horizon moyen long terme. Il faut savoir qu'un ETF, aujourd'hui, on se dit, généralement, un ETF, il est gardé sur, je pense, 5-10 ans, tu vois. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. La période de détention des ETF, en moyenne, elle est beaucoup plus courte. Si je te dis pas de bêtises, je crois que ça se situe, c'est en mois, c'est même pas en années. Donc, ça veut dire que les gens, aujourd'hui, beaucoup de particuliers gardent pas forcément leurs ETF sur le long terme. Donc, je pense que pour un débutant qui veut pas trop s'embêter, qui veut s'exposer à la croissance mondiale sans se dire je vais aller faire du 8-10% par an, donc ça se trouve il fera que du 3%, et qui se diversifie, je pense que ça peut être une solution. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, un plan programmé, pourquoi pas. Par contre, quelqu'un qui effectivement a envie d'y passer un peu plus de temps, a envie potentiellement d'essayer d'aller chercher un peu plus de performance, je trouve que c'est pas forcément adapté. Et je pense aussi qu'il faut évidemment prendre en compte les risques, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on commence, c'est le début, mais on commence à s'orienter sur des excès vis-à-vis des ETF qui seront pas forcément bénéfiques. Ok. Quand on voit la courbe de création des ETF à levier, donc le nombre de nouveaux ETF qui sont créés à levier, elle est littéralement comme ça. On essaiera de vous l'afficher à l'écran maintenant. C'est énorme. Donc comme tu disais, il y a de plus en plus d'ETF à levier qui sont créés. Et ouais, ça crée beaucoup de volatilité. Et on le voit sur le VIX qui a des pics de volatilité de plus en plus grands. Donc, ok. Et si je dois préciser un peu plus, aujourd'hui, parce que si un débutant, il veut investir en bourse, il veut pas se prendre la tête, ok, il fait un plan programmé sur des ETF, mais c'est un peu dommage d'avoir un rendement de 3 ou 5% sur les 10 prochaines années, même en investissant en bourse, quoi. Parce qu'il va peut-être tout juste couvrir l'inflation. Donc finalement, c'est peut-être beaucoup de risques. Donc beaucoup de risques de drawdown, pas de perte en capital, mais en tout cas de volatilité, parce qu'on sait que le marché boursier est assez volatile. Alors pour un rendement qui est pas si intéressant que ça. Donc sans faire de conseils en investissement, pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est une meilleure stratégie de faire du stock picking ou d'investir en ETF pour 2026? Je pense que ça dépend vraiment du profil, tu vois. Même pour un débutant? Tu vois, pour moi, un débutant qui fait du stock picking, je pense que tu échanges beaucoup aussi avec les gens sur les réseaux. Moi, j'échange avec des gens qui ont des portefeuilles qui, sur la période là, des 2 dernières années, sont dans le négatif. Et honnêtement, si ces personnes-là, elles avaient investi sur un ETF là sur les 2 dernières années, aujourd'hui, ils seraient en positif. Tu vois, on doit être à, je sais pas, sur le World là. Si tu as investi il y a 1 an, je pense que sur le World, tu es à quasi 15%. Donc, c'est une belle perf. Et donc, je pense que si tu n'as pas envie de te former, faut pas forcément aller sur du stock picking, parce que généralement, c'est le profil de personne qui va faire un peu du gambling, quoi. Tu vois, du loto, à se dire tiens, j'ai entendu parler de cette action là, ou mon collègue Francis, il m'a dit tiens, investis là, et il va pas forcément creuser. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Par contre, si effectivement tu débutes, mais que tu as la démarche de te former, que tu as la démarche d'aller chercher les infos, etc., pourquoi pas? De toute façon, c'est en faisant des tests, donc c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. Mais je pense qu'il faut avoir cette démarche-là. Si tu n'as pas cette démarche-là, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller faire du stock picking.
Ok. Moi, ce que je dis en général, c'est que pour un débutant, c'est bien d'utiliser les ETF, mais je, je trouve que c'est intéressant de faire les deux. Et en général, ce que je dis, c'est que bah, si tu es un débutant et que tu veux pas te prendre la tête, ben, investis 80 ou 90% de ton capital dans des ETF, essaye de faire du stock picking avec une petite partie de ton portefeuille. Si ça marche, si ça te plaît et si c'est quelque chose sur lequel tu as envie de passer du temps, et ben, petit à petit, tu augmentes ton allocation en stock picking et tu réduis celle en ETF. Et en fonction évidemment des performances aussi que tu as. Et tu gères comme ça les différentes allocations que tu as dans ton portefeuille. Et aussi, ce que je rajoute, c'est que comme tu l'as dit, les ETF S&P 500 et Nasdaq, quand on voit ce que prévoit Goldman Sachs, JP Morgan et toutes les banques américaines, les prévisions de croissance sur les 10 prochaines années sont autour de 5% par an. Donc, clairement, investir sur du S&P ou du Nasdaq aujourd'hui à des niveaux de valorisation extrêmes, c'est pas la meilleure chose à faire. Ce que je dis en général, c'est que pour un débutant qui veut s'exposer à la croissance en 2025 et pour 2026, bah, un ETF MSCI World et un ETF Emerging Markets combiné, qui permet de l'ETF Emerging Markets permet de réduire la surexposition du marché américain dans le MSCI World. Je trouve que c'est une bonne combinaison et ça permet d'éviter les ETF du S&P et du Nasdaq qui sont survalorisés. Ouais, je suis Je sais pas ce entièrement que tu en d'accord avec penses. toi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, le combo Emerging Market, MSCI World, ça te permet de t'exposer vraiment à une globalité de secteurs. Donc, MSCI World, je crois que c'est 1400, quasi les 1400 plus grosses entreprises des pays développés. Donc, ça exclut les pays émergents. Donc, tu n'as pas de Chine, tu n'as pas d'Inde. Et du coup, le fait de rajouter un Emerging Market, ça te permet aussi d'aller sur d'autres secteurs géographiques. Et moi, je pense que même s'il y a des difficultés politiques, s'il y a de l'instabilité politique dans ces zones-là, ça reste les zones où la croissance anticipée, elle est forte. Je pense à l'Amérique latine. On ne parle pas beaucoup de l'Amérique latine, mais pour moi, c'est une zone qui est intéressante. La Chine aussi, même si économiquement aujourd'hui, c'est compliqué. On commence d'ailleurs à entendre parler de la crise immobilière chinoise. Mais je pense quand même que, effectivement, à horizon moyen-long terme, ça reste des zones géographiques qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que c'est intéressant de se diversifier sans forcément surpondérer l'emerging market parce qu'il y a quand même du risque. Mais c'est intéressant de faire cette diversification-là. Ouais, totalement d'accord. Quand on regarde les prévisions des grandes banques, je crois que de mémoire, les marchés émergents sont autour de 6 à 9%, alors que les États-Unis sont autour de 4 à 6%. Ouais. Donc, bon, le problème, c'est qu'historiquement, le MSCI Emerging Markets a sous-performé le MSCI World. Mais est-ce qu'on ne serait pas au moment où ça va s'inverser? Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça mérite d'être. Faut s'y intéresser, quoi. Ouais, Ça mérite carrément. de s'y intéresser. Carrément. Et du coup, petite question, parce que je sais que tu t'intéresses à des boîtes qui sont pas forcément orientées US. Je sais que tu aimes bien InPost, par exemple. InPost, qui, je trouve, est situé dans une zone géographique qui est intéressante, qui est motrice en termes de croissance. Toi, c'est quoi tes convictions sur ce dossier-là? InPost, c'est une boîte que j'ai découverte cette année, il me semble, à la fin du premier trimestre, donc autour de mars-avril. InPost, c'est une boîte, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est une boîte dans la logistique qui s'occupe des livraisons de colis. Donc, c'est l'entreprise qui a le plus de casiers automatiques pour récupérer vos colis quand vous commandez sur Internet en Europe. Et ils ont aussi des points relais partenaires. Donc, ils s'occupent de toute la livraison des colis du dernier kilomètre. Ça veut dire, ils vont livrer le colis de l'entreprise où la personne a acheté le produit jusqu'à la maison, enfin, jusqu'à 1 kilomètre proche de la maison de la personne qui a commandé. Donc, soit dans un point relais, soit dans un casier automatique. InPost, c'est initialement une boîte polonaise qui a 70% de part de marché en Pologne et qui s'est étendue en Europe depuis 2-3 ans. Ils ont fortement étendu leurs activités au Royaume-Uni. Ils ont fait cette année l'acquisition de Yodel, qui était un de leurs concurrents. Ils ont aussi racheté un concurrent en Espagne et ils développent principalement au Royaume-Uni, en France et je crois en Espagne et un petit peu en Allemagne. Quand on regarde les chiffres d'InPost, on voit une boîte qui est rentable aujourd'hui, qui a une croissance qui se maintient au-dessus de 30% depuis plus de 2 ans, et au dernier trimestre qui a vu sa croissance accélérer, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Le point négatif, parce que comme j'ai dit, j'ai découvert l'action InPost mars-avril cette année, et le truc c'est que l'action a beaucoup baissé. Depuis, on est aujourd'hui en début décembre, et je pense que l'action a dû perdre au moins 30 ou 35% depuis le niveau qu'elle avait en mars-avril.
Et cette chute est due à deux raisons principales, hein. La première, c'est que InPost a un conflit avec Allegro en Pologne. Allegro, c'est une grande surface, un grand magasin qui a lui aussi développé ses casiers automatiques et du coup, InPost a attaqué Allegro en justice en disant que voilà, Allegro avait redirigé ses colis vers ses propres casiers et non ceux d'InPost, alors que ceux d'InPost c'était plus intéressant pour les clients. Donc ils sont en conflit là-dessus. Et évidemment, l'incertitude, comme vous le savez, les marchés n'aiment pas l'incertitude, donc l'action InPost a baissé à cause de ce conflit-là, qui finalement ne va pas influencer les résultats d'InPost parce que le problème a déjà eu lieu. Donc il y a un conflit en justice qui peut soit être amené à rien, soit amené à une amende qui sera reversée à InPost. Donc globalement, il n'y a pas de point négatif qui peut atteindre InPost à partir de maintenant. Donc la baisse est relativement injustifiée selon moi. Et le deuxième point négatif, c'est que InPost a fait une acquisition, donc celle de Yodel au Royaume-Uni, cette année. Et cette acquisition a coûté beaucoup d'argent à InPost, qui fait que ça, sur les bilans de cette année, énormément fait réduire les cash flows, donc le cash flow opérationnel, le free cash flow et les marges, parce que Yodel avait des marges qui étaient extrêmement basses. InPost a racheté Yodel, donc Yodel a appliqué ses marges à celles du groupe InPost. Et évidemment, les marges du groupe InPost, qui étaient très élevées pour une boîte logistique, ont beaucoup baissé. Et donc, quand tu regardes le bilan de cette année, tu vois un cash flow opérationnel qui forte baisse, un free cash flow qui est extrêmement en chute libre, qui était négatif au deuxième trimestre et qui a été légèrement positif au troisième trimestre, et évidemment des marges qui ont beaucoup baissé. Sauf que tous ces points négatifs sont encore une fois dus à l'acquisition de Yodel. Yodel est une bonne entreprise qui va devenir rentable début 2026, et le management de InPost, et c'est là que c'est très important de regarder le management et de comprendre qu'est-ce qu'ils ont acheté et quelle est leur vision. Et quand on regarde ce que le management dit, il prévoit que Yodel devienne rentable et apporte de la croissance à InPost à partir de la fin du deuxième trimestre de 2026. Donc à partir de ce moment-là, les marges seront redevenues normales, les cash flows seront redevenus normaux aussi, et il y aura tous les problèmes ponctuels qu'on a vus en 2025 ne seront plus là. Et ce qui me fait encore plus plaisir, et c'est le dernier point que je vais donner, c'est que quand on regarde la croissance sur le T3, le troisième trimestre de 2025 d'InPost, on voit que la croissance accélère et accélère fortement. De mémoire, le chiffre d'affaires a progressé de 49% au T3 comparé au T3 de 2024, alors qu'il était de 35% au deuxième trimestre. Donc c'est une augmentation en séquentiel de 14%, et c'est la même chose sur par exemple les volumes traités. Je crois que les volumes sont passés de 22% à 34% dans ces eaux-là. Donc ils ont augmenté de 11 ou 12% d'un trimestre à l'autre, ce qui est énorme. Et tous les indicateurs clés de performance qu'on voit sur le business d'InPost, ils sont tous en forte augmentation. Ça, c'est dû évidemment à l'activité d'InPost qui se développe de plus en plus et aux acquisitions donc de Yodel et d'autres que InPost a fait qui boostent la croissance d'InPost cette année. Donc en fait, globalement, quand on regarde InPost, on voit une action qui chute fortement cette année. On voit des problèmes ponctuels qui seront résolus sûrement dans les 6 prochains mois. Et on voit une action qui s'échange aujourd'hui à une valorisation extrêmement basse, à ces niveaux de valorisation les plus bas sur les 4 dernières années où l'entreprise a été cotée en bourse. Et quand on regarde la valorisation d'InPost comparée à ses concurrents, on voit qu'InPost a une valorisation plus basse que UPS, DHL et FedEx. Enfin, il me semble qu'il y a DHL qui a une valo un tout petit peu plus basse qu'InPost. Mais sinon, InPost est le plus bas, alors que InPost a une croissance de 49% sur le dernier trimestre et que ses concurrents ont une croissance de 10%. Donc c'est d'un côté beaucoup de valeur et de l'autre une action qui baisse. Et c'est ce genre de décorrélation que moi je vise et que je trouve très intéressante. Ça c'est intéressant, ouais. Tu vois, le fait que tu ailles chercher, toi, le fait qu'évidemment, enfin qu'effectivement il y ait potentiellement une décote aujourd'hui par rapport du coup au sentiment de marché et comparé aux fondamentaux, c'est intéressant parce qu'effectivement là je regarde un peu, mais quand tu compares à la croissance attendue, après ça reste des anticipations, hein, mais quand tu compares à la croissance attendue d'UPS ou DHL, c'est moins glorieux parce que je pense qu'ils ont moins de marché aussi à aller percer. Là, tu disais qu'effectivement, InPost perçait un petit peu le marché espagnol. J'ai vu le marché belge aussi un petit peu. Ils sont déjà pas trop mal installés en France. Et c'est vrai que ça, c'est une tendance qui, selon moi, est quand même assez positive dans le sens où je pense que les livraisons à domicile, il y en aura toujours.
Mais je pense qu'effectivement, écologiquement, il y a quand même plein d'enjeux sur le fait de limiter le dernier kilomètre, notamment aussi au niveau de la rentabilité, hein, évidemment. Donc je pense que ouais, ça a l'air assez intéressant. UPS a beaucoup chuté aussi. UPS a beaucoup chuté. Et tu vois, ouais, c'est vrai qu'en termes de PEG, par exemple, si tu regardes la croissance anticipée, InPost, elle paraît vachement moins valorisée que d'autres boîtes, ouais, comme UPS. Et, Carrément. Et surtout quand tu regardes la croissance actuelle, c'est fou en fait. C'est fou parce que la croissance d'InPost déjà est très élevée, au-dessus de 30%. C'est pas donné à toutes les boîtes d'avoir une croissance au-dessus de 30%, surtout pour une boîte de logistique. Ouais. Et quand tu regardes la croissance au T3, elle est passée de 35% au T2 à 49% au T3. 49% de croissance du CA au T3 pour une boîte qui s'échange 7 fois le cash flow opérationnel. Pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous regardent, Nvidia, c'est 62% de croissance du CA et c'est un ratio prix sur cash flow opérationnel de 62. Il me semble, dans les 60. Donc c'est peut-être 7 ou 8 fois supérieur à InPost, alors que la croissance est légèrement supérieure. Ouais. Ils ont dû baisser un peu les révisions, les révisions ont dû diminuer un peu. Enfin, là je regarde, mais récemment encore, tu vois, là ils anticipent maintenant, donc effectivement ils anticipaient 30% il y a 6 mois à peu près, quoi. Et là ils anticipent à peu près 21%. Mais ça c'est pareil, c'est dur de tabler parce que ça reste des anticipations et pour le coup le marché, tant que t'as pas les résultats sous les yeux, ça reste imprévisible. Est-ce qu'il publie, je regarde juste l'agenda, est-ce qu'il publie, il publie globalement, ouais. C'est vrai que tu vois là par exemple, tu vois les publications, tu peux avoir des écarts par rapport à ce qui est attendu, mais ils ont l'air d'essayer de réduire cet écart-là. Parce que, tu vois, par exemple, 2022, t'avais, sur le BNA, tu avais un écart par rapport à ce qu'avait annoncé l'entreprise de 23%. Et petit à petit, tu vois qu'ils essayent quand même de raisonner ça. Et du coup, ils sont de plus en plus dans les clous au niveau des publications. Et ça, c'est pareil, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes dans le sens où tu te dis, bon, voilà, au départ, la communication avec les analystes, avec le marché, elle passait peut-être un peu moins bien. Et là, petit à petit, l'écart se réduit. Et moi, je regarde souvent la qualité des publications, tu sais. Est-ce que tu es sur une boîte comme Nvidia qui effectivement manque jamais les objectifs? Ou est-ce que tu es sur des boîtes qui sont souvent un peu trop dans le paraître et du coup annoncent des choses inatteignables? Et là, tu vois que je pense que InPost, au niveau du management, ça a l'air d'être un travail qu'ils ont effectué parce qu'ils sont de plus en plus dans les clous. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qui est sympa, ouais. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est aussi quelque chose que je regarde. Et c'est toujours mieux de cibler des boîtes qui atteignent leurs objectifs ou dépassent leurs objectifs qu'une boîte qui a historiquement mal communiqué et manqué ses objectifs. Donc je suis totalement d'accord. Et j'ai d'ailleurs écouté la conférence téléphonique du T3 d'InPost, j'avais écouté celle aussi du T2, j'ai lu ce que prévoit le management et ils sont hyper conservateurs. Ils sont toutes les questions des analystes sur qu'est-ce que vous prévoyez pour Yodel, qu'est-ce que vous prévoyez comme évolution des marges, comme évolution des cash flows et tout. Ils ont minimisé au maximum pour être le plus conservateur possible. Donc ça me conforte dans l'idée qu'ils veulent pas surpromettre. Ils ont répété maintes et maintes fois dans leur call qu'ils ont confiance dans la croissance et qu'ils attendent juste que ça se développe gentiment. Et c'est ça qui peut créer des décalages, hein. Parce que généralement le marché, quand la boîte est un peu trop comment dire, enfin, quand elle annonce pas ce que le marché veut entendre, généralement ça crée un mouvement baissier qui est pas forcément toujours justifié, parce qu'au contraire l'entreprise elle cherche à être raisonnable et ça peut créer effectivement des écarts, comme tu disais, ce que tu recherches, hein, effectivement. Et donc tant mieux, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je préfère une boîte qui va chercher à relativiser un peu le truc, à pas être trop dans le paraître et qui va justement être raisonnable dans ses attentes. Pour moi, c'est positif, carrément. Totalement. Est-ce que tu veux qu'on creuse un peu plus ou on passe à la question suivante? Eh ben, écoute, on peut passer à la question suivante. Moi, j'ai bien appris du dossier, du coup, que je connaissais pas forcément très bien. Parfait. Ma question, ce serait sur les Mac 7. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, de manière globale, des Mac 7, de leur poids dans les indices
et de leur valorisation et de leur croissance et de leur projection de croissance? Alors, il y a une très grosse concentration des marchés sur ces boîtes-là. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça intègre un risque, dans le sens où si ça se passe mal pour ces boîtes-là, le marché pourrait réajuster. Après, dans la globalité, je suis pas fan de toutes les Mag 7. Je suis pas fan de Meta, je suis pas très fan de Tesla non plus. Tu vois, pour moi, Tesla, c'est une boîte qui est un peu surcotée aujourd'hui. Tu as d'autres boîtes sur les mêmes secteurs qui sont en avance par rapport à Tesla, je trouve. Et je trouve que la communication, enfin, tu vois, Elon Musk, moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je sais que c'est le truc de plein de monde. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Et donc, c'est pas le genre de boîte sur lesquelles je vais investir. Meta, tu vois, quand j'entends Zuckerberg qui dit si jamais on venait à réussir ne serait-ce qu'une de nos opportunités, c'est le jackpot, ça me plaît pas. Ce genre d'annonce, ce genre de comportement, c'est subjectif, mais c'est pas un truc qui me plaît. Et peut-être que je loupe un truc. Mais du coup, c'est le genre de boîte que j'écarte. Meta, j'ai connu 2021-2022 où ils ont fait des choix stratégiques qui n'étaient pas forcément raisonnés, où ils ont joué un peu le marketing. Et du coup, c'est le genre de boîte sur lesquelles je suis méfiante. Par contre, ça reste des boîtes qui génèrent énormément de cash. Ça reste des boîtes qui ont des situations financières assez exceptionnelles. Alors, ça se dégrade un petit peu parce qu'ils investissent beaucoup. On parlait tout à l'heure de la charge des CAPEX qui augmente. Et du coup, sur ce genre de boîte, moi, je vais aller chercher les plus qualitatifs. Tu vois, tu as du Microsoft, par exemple, qui est l'une des seules Mag 7 à réussir à améliorer sa santé financière sur 2023, 2024 et potentiellement 2025. Donc, je vais quand même aller chercher des Mag 7 qui arrivent à bien gérer leur cash. Ça ne me dérange pas qu'elles investissent à partir du moment où c'est justifié et à partir du moment où derrière, il peut y avoir une rentabilité. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis des Mag 7, les attentes du marché ne sont pas trop élevées? C'est une question que je me pose. Moi, j'ai jamais de certitude, donc je vais toujours chercher à questionner un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Il y a des attentes qui sont fortes, mais tu vois, pour l'instant, les résultats sont super qualitatifs. On a eu du Alphabet, bon, Meta pas forcément, mais globalement, sur les Mag 7, on a des bons résultats. Je mets de côté Tesla, je mets de côté un petit peu Meta. Et pour l'instant, la croissance, elle est là. Tu vois, même du Google, du Alphabet, une boîte sur laquelle tout le monde disait non, mais la recherche, c'est mort, il n'y aura plus de croissance. Et ben, elle continue quand même à délivrer, tu vois, sur ce genre de secteur-là. Et ce qui me conforte dans le fait de me dire, bon, bah, ok, elle dépense beaucoup de cash, elle investit beaucoup, il y a beaucoup de CAPEX, c'est des investissements qui vont coûter de l'argent, même sur le long terme, hein, parce que investir sur des data centers, investir sur de l'IMO aussi indirectement, ça coûte. Mais derrière, ils arrivent à continuer de générer du cash. Leur situation, elle se dégrade pas forcément. Donc, pour moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'inquiétude sur les Mag 7. J'en ai en portefeuille. J'ai pas toutes les Mag 7 en portefeuille. Mais voilà, ça continue de délivrer. Je considère qu'on n'est pas du tout dans une bulle comme on avait pu l'être en 2008. Les ratios sont pas du tout les mêmes, que ce soit la valorisation, que ce soit la rentabilité. Dans les années 2000, on investissait sur des boîtes qui n'étaient pas du tout rentables et sur lesquelles il n'y avait aucune contrepartie. C'était des boîtes qui délivraient pas du tout. Là, on est effectivement sur des boîtes qui sont très mondialisées, qui touchent une énorme partie de la population et donc qui indirectement prennent aussi une grosse partie de la croissance mondiale. Donc, je suis quand même plutôt positif au global sur les Mag 7. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je comprends ton avis. Moi, j'aurais un avis un peu plus nuancé. Je distinguerais les Mag 7 en peut-être deux catégories. Mais je ne sais même pas si je peux dire deux catégories. Je dirais que d'un côté, on a Google, Microsoft, Amazon et non, pas Meta. Ces trois-là, Google, Microsoft et Amazon, qui font beaucoup d'investissements, que ce soit dans le cloud, dans l'IA, qui sont très bien positionnés et qui ont une valo qui, selon moi, est raisonnable compte tenu de leur croissance. Amazon a une valorisation qui est un peu plus basse que Google et Microsoft maintenant, il me semble, et a une croissance qui est légèrement plus faible, mais qui se maintient et qui accélère au T3, donc c'est plutôt bien. Et je trouve que ces trois boîtes investissent énormément dans des segments qui leur rapportent de plus en plus de cash,
et je trouve que le management fait du bon boulot. Mon problème avec Meta, c'est la concentration des revenus. Meta est très peu diversifié contrairement aux autres Max 7, et Meta a fait beaucoup d'investissements. Là, sur tout ce qu'ils ont annoncé au T3, ils ont prévu beaucoup d'investissements en 2025 et 2026. Et je trouve que le risque est plus important que sur les autres Max 7 dû à cette concentration et au fait que ils font beaucoup d'investissements, mais que pour l'instant, en tout cas, ils ne voient pas de retour sur investissement, sur leurs nouveaux investissements. Voilà pour ça. Nvidia a une situation un peu particulière parce que la croissance est très élevée, 60% encore en 2025, et la valo est aussi très élevée. J'ai investi dans Nvidia à $18, avant $18, à $180, mais avant le split. Ouais. Enfin, donc ça revient à $18 aujourd'hui. Et j'ai revendu à 400 en me disant que j'avais fait l'affaire du siècle. On est aujourd'hui à, je sais plus, 1005, 1008, enfin 180. Ouais, $180, je crois, à peu près. Voilà, $180 vu qu'il y a eu le split. Et je regrette pas d'avoir vendu mes actions parce que je suis un investisseur plus value que growth. Et du coup, je vais vraiment cibler des boîtes qui ont une valo faible. Et pour moi, même si Nvidia a une très très belle croissance, je ne m'autorise pas à investir dans cette boîte parce que pour moi, la valo est trop élevée. 60 fois le cash flow, c'est pour moi beaucoup trop élevé. Donc, je trouve que c'est une belle boîte. Je trouve que les revenus sont extrêmement concentrés comme Meta et qu'il y a un énorme risque que si l'un des Microsoft, Google, XAI ou Amazon n'achète plus de puces, ils se retrouvent un peu dans la catastrophe. Là, on a vu que Google avait sorti des puces qui peuvent être utilisées pour entraîner l'IA et que Google a extrêmement monté et Nvidia a perdu 4 ou 5% je crois dans la journée ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, la concentration des revenus pour moi est un risque. Et concernant Tesla, j'avais une vision extrêmement pessimiste sur Tesla les 6 premiers mois de 2025 parce que la croissance était négative, que Tesla avait de plus en plus de mal à vendre ses voitures, etc. Elon fait comme d'habitude le show et arrive à booster les valos et prévoit 10 000 milliards de valos pour dans 5 ans, je sais plus, quelque chose de délirant. Donc je pense, j'ai personnellement l'avis qu'Elon Musk est un génie et que c'est une personne qui peut faire de Tesla une entreprise exceptionnelle et atteindre de grandes choses sur les 5 ou 10 prochaines années. Mais je n'investirai pas dans cette boîte parce que, encore une fois, le risque est beaucoup trop grand. Donc, je dirais que c'est un rêve et que je suis très heureux de le regarder monter si ça monte. Et que j'espère qu'il réussira. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, carrément. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les 4 clients de Nvidia, ça fait peur. Après, les TPU de Google, je suis pas convaincu que ça ait un impact réel sur la demande vis-à-vis d'Nvidia, dans le sens où aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à répondre à la demande. Alors, est-ce que ça va durer sur le long terme? Personne ne le sait aujourd'hui. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on Nvidia n'arrive pas à assouvir la demande. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que Nvidia a énormément augmenté ses marges ces 3 dernières années parce que Nvidia a les meilleures puces du marché. Sauf que si un concurrent arrive avec des puces qui sont peut-être un poil moins efficaces que celles d'Nvidia, Nvidia va devoir réduire ses prix, donc compresser ses marges et donc réduire ses revenus. Donc il y a aussi ce risque-là, tu vois, même si les puces des concurrents ne sont pas forcément aussi performantes, il est possible que ça impacte le business d'Nvidia parce que quand 60% de tes revenus proviennent de 4 clients, si un de ces 4 clients se dit « Ah tiens, je vais peut-être diversifier mes fournisseurs et aller chez Google pour payer 30% moins cher, même si j'ai des puces qui font 30% ou 40% moins bonnes, si je paye 30% moins cher, je m'y retrouve. » quoi. Donc, tu vois, il y a aussi ce risque-là et je trouve qu'il est très important. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu un regrading là du coup entre je trouve que Google faut voir Alphabet la valo je pense que il y a beaucoup d'attentes donc moi j'ai vendu une partie de mon bag Alphabet là sur les plus hauts parce que pas parce que le dossier me plaît pas, au contraire, mais parce que tu vois elle était la valo est élevée. Ouais, en partie, mais aussi parce que du coup, ma position sur Alphabet, c'est devenu ma première position et elle était 2 fois plus élevée que ma deuxième position. Ouais. Donc le but, c'était aussi de rester cohérent. C'est pas grave, tu vois, si je loupe
si je loupe quelque chose, c'est pas très grave. Là, ça a un petit peu corrigé. Ça veut pas dire que ça va pas repartir à la hausse. Je reste très positif sur Alphabet, mais je me sentais moins à l'aise sur ces niveaux-là, de me dire je garde Alphabet sur ces niveaux de valorisation-là, alors qu'elle prend une part de plus en plus importante du portefeuille. Et je voulais pas être centré uniquement tu vois, sur Alphabet. Totalement. Et Nvidia, tu vois, Nvidia, je l'ai toujours en portefeuille. C'est pareil, ça doit être un bagueur. Mais j'ai la fâcheuse habitude de sortir trop tôt. Moi, J'ai vendu Nvidia à $40, donc t'inquiète, je peux comprendre. Y a pas de souci. Ouais, tu vois, mais j'ai un peu cette tendance-là aussi. Et fin 2024, on s'est dit, avec la commu, on s'est dit, ce serait quand même bien d'essayer de tenir les positions fortes et plutôt à l'inverse. C'est un gros défaut que j'avais jusqu'à maintenant, c'était tenir trop longtemps les positions faibles et du coup, pendant 1-2 ans, rester sur des boîtes qui font pas grand-chose, tu vois, qui vivotent. Et du coup, j'allégeais parfois un peu trop tôt, là, comme ce qu'on dit, mais de toute façon, je pense qu'on le fait tous, alléger un peu trop tôt les boîtes qui, au contraire, performent. Et d'ailleurs, tu as eu pas mal de recherches là-dessus, tu sais, sur les boîtes momentum. Et les recherches ont montré qu'en fait, même si les boîtes ont bien performé, et généralement, les boîtes qui ont le meilleur momentum, elles continuent de performer sur les 6 mois, voire un peu plus. Donc voilà, je me dis, là, c'était un peu mon objectif de 2025, de me dire, allez, les boîtes qui performent, on essaye de rester investi, on tient le coup, et ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, carrément. C'est ce que je dis tout le temps à la commu. Vaut mieux acheter une boîte qui fait que monter que parier sur le retour d'une boîte qui n'a fait que baisser sur les mois ou les années qui viennent de passer. Ouais, carrément. Je pense que c'est une règle, c'est pas évident, toi, quand tu vois... je sais pas, c'est très dur d'acheter un truc qui est tout en haut. Ouais, carrément. Et alors qu'en réalité, les valos aujourd'hui, il faut quand même les relativiser dans le sens où tu peux plus analyser une valo de la même façon que tu analysais une valo sur des valeurs industrielles il y a 20 ans, quoi. Aujourd'hui, les tendances sont pas les mêmes. La croissance, que ce soit des marges, que ce soit plein de choses, est plus du tout la même. Et tu peux pas analyser la valorisation d'une boîte tech que la valorisation je sais pas, je te dis une bêtise, mais d'un Pfizer, une boîte santé qui est mature, ou des choses comme ça, quoi. Donc, totalement. tu vois, je pense qu'il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment être ouvert, tu vois, tu peux pas, tes certitudes, en fait, à un moment donné, il faut aussi que tu les questionnes parce que sinon, tu restes enfermé dans un truc où justement, du coup, tu vas louper des opportunités, tu vas te fermer des opportunités. Ouais, carrément. Et du coup, en parlant de boîtes qui montent beaucoup et sur lesquelles on a du mal à rentrer, j'ai vu une vidéo où tu parlais de Mercado Libre. C'est une boîte que je regarde aussi, mais c'est pareil, tu vois, c'est exactement ce genre de boîte-là où c'est pas évident de rentrer dessus. Je sais pas trop ce que t'en penses. C'est ce que j'entends beaucoup. Beaucoup de personnes dans la communauté me disent que c'est difficile de rentrer sur Mercado Libre parce qu'ils regardent les chiffres de valo. Et je dirais que Mercado Libre est l'exemple parfait des entreprises dans lesquelles j'investis qui ont une forte croissance, présentent aussi en apparence une forte valorisation. Donc on a tendance à se dire, ok, l'entreprise est ok, a une croissance de 30%, donc c'est bien, mais c'est pas exceptionnel, c'est pas nul non plus. Mais la valo, elle, est assez élevée. Je crois que je dirais une bêtise, mais de tête, le PER de Mercado Libre, ça doit être 25 ou 30, quelque chose comme ça. Moi, j'ai 50. Et 50, voilà, tu vois, c'est bien plus que ce que je pensais. Donc, un PER qui est très élevé. Et donc, on a tendance à se dire, ok, même si la croissance est de 39% sur le dernier trimestre, c'est un PER de 50, c'est délirant. Sauf que quand tu analyses ce genre de boîte, il faut mettre en perspective les chiffres que tu vois. C'est-à-dire, il faut creuser un peu plus que juste les chiffres qu'on va voir directement quand on va analyser rapidement l'entreprise. Quand on analyse Mercado Libre, on voit que l'entreprise est leader dans 2 secteurs en Amérique du Sud, le e-commerce, la fintech, et j'ai même envie de dire qu'elle est leader dans la logistique. Donc Mercado Libre a 3 gros segments d'activité, et quand tu regardes
les différentes entreprises qui font du e-commerce en Amérique du Sud, tu comprends que Mercado Libre est l'entreprise qui est implantée sur le secteur depuis le plus longtemps, qui a clairement le réseau logistique le plus puissant devant Amazon et qui a un moat de par son histoire et son expérience sur le marché et toutes les infrastructures qu'elle a construites depuis plus de 15 ans. Quand tu regardes Mercado Libre, tu vois aussi 30% de croissance par an depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ça, c'est pas donné à toutes les entreprises non plus. Et quand tu regardes comment l'entreprise est gérée, tu vois que l'entreprise génère beaucoup de cash flow, a une très bonne croissance de son CA et de son cash flow opérationnel et de ses indicateurs clés de performance, de plus en plus d'utilisateurs, etc. Et que l'entreprise réinvestit énormément, pour ne pas dire tout ce qu'elle génère en cash, dans sa croissance. Et à ce moment-là, tu dois te dire, du coup, si elle réinvestit tout ce qu'elle fait dans sa croissance, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'elle a un bon retour sur investissement? Et évidemment, c'est pour ça que ces ratios de valorisation sont extrêmement élevés, parce que le moindre euro qui est généré par l'entreprise va être réinvesti dans du marketing ou dans de l'infrastructure pour obtenir de nouveaux clients. Et c'est ce que fait Mercado Libre depuis plus de 15 ans. Et quand tu regardes historiquement ce qu'a fait le management, c'est ça, c'est réinvestir de plus en plus dans le business. Et historiquement, ils ont plus de 30% de croissance du CA, des cash flows. Donc, globalement, quand je regarde Mercado Libre, je vois une boîte qui a un moat, qui est leader sur un marché qui est en explosion littéralement, parce que il me semble de mémoire que c'est 15% de pénétration e-commerce en Amérique latine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Amérique latine, 15% de la population a l'habitude de commander sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 85% de la population d'Amérique latine ne commande pas encore sur Internet. Et évidemment, cette population va y venir. Donc, le potentiel d'acquisition et de croissance de la boîte sur les 10 prochaines années est juste gigantesque. Quand tu regardes les indicateurs de performance, de croissance de Mercado Libre en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique, dans plein d'autres pays d'Amérique du Sud, tu vois que la croissance fait que accélérer et se maintient à des niveaux énormes. Je crois que la croissance en Argentine, elle est plus de 100% sur un an. Donc tu vois, c'est vraiment qu'il y a un marché qui est en demande du produit de Mercado Libre. Certes, il y a des concurrents, mais Meli a pour moi le moat le plus puissant et est clairement le leader sur ce marché. Et il y a encore un potentiel de croissance qui est juste gigantesque. Et c'est sur ça que je parie quand j'achète Mercado Libre aujourd'hui. Je parie sur des chiffres de croissance qui sont très bons et surtout un potentiel de croissance sur 5 ans qui est encore plus énorme. Ouais, je vois. Mais tu vois, là, tu regardes, du coup, on a dit PER à 50, mais par contre, si tu regardes le forward, donc en regardant du coup les bénéfices de l'année qui arrive, du coup, tu descends déjà à 33. Exact. Et c'est ce que je fais beaucoup, j'ai oublié de préciser, mais c'est ce que je fais beaucoup sur Meli, c'est utiliser les projections. Donc par exemple, on est en 2025, je vais vouloir calculer la valeur de Meli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien de bénéfices va générer Meli en 2025, quelles sont les attentes du management pour 2026, quelle est la croissance qu'ils attendent pour 2026. Je vais peut-être être un peu conservateur et baisser de 10%. Je vais calculer, je vais appliquer, 20% de croissance des bénéfices de 2025 à 2026. J'obtiens un chiffre, je divise la valeur actuelle par ce chiffre et du coup, j'obtiens une sorte de forward et c'est là que ça devient hyper intéressant. Ouais. Je trouve ça super intéressant le fait que tu sois un peu conservateur parce que ça t'évite une marge d'erreur qui peut être importante et ça c'est vachement important. C'est pareil, après, du coup, là, on a parlé du forward, tu as le PEG aussi. Là, tu as un PEG à 0,35. Donc, même si tu es conservateur, tu peux te dire quand même que le PEG, même en étant très conservateur, il reste raisonnable, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est super. Moi j'essaye toujours d'acheter avec une bonne marge de sécurité. Tu vois, c'est un concept que j'aime beaucoup de Warren Buffett et de Benjamin Graham. J'essaie toujours de rentrer sur une position en limitant mon risque au maximum. Donc, je vais attendre un niveau de valorisation très intéressant. Je vais attendre un niveau technique très intéressant. Et d'ailleurs, Meli est aujourd'hui sur un niveau de valorisation très intéressant et un niveau technique très intéressant au niveau des $2000, qui est un très très gros support qu'on a vu retester plusieurs fois en 2025. Et je pense que quand l'action repartira, on ne verra plus ce niveau-là avant très longtemps, si ce n'est jamais. Ouais, comme les 640 en 2022, quoi. C'est ça. Et du coup, tu couples un peu quand même, tu fais quand même un peu d'analyse technique.
Tu Oui, couples un je peu. fais de l'analyse. Ouais. Très peu, très très peu. Je me base sur 2-3 indicateurs et ça me permet en fait de déterminer des zones d'achat précises. Une fois que j'ai, en fait, mon process, c'est comme je t'ai dit, j'ai des critères de sélection. Ensuite, j'analyse en profondeur la boîte. Une fois que j'ai fait ça et qu'elle a passé tous mes critères, que j'ai une marge de sécurité, j'analyse la valo. Ok, je détermine le bon moment pour acheter avec la valo. Donc, par exemple, je vais viser, je sais pas, 20 ou 30% de marge de sécurité. Donc, je vais prendre la valo historique sur les 5 dernières années. Je vais appliquer 20 ou 30% de réduction. Et quand les niveaux de valorisation atteindront 20 ou 30% en dessous des niveaux historiques de valo, eh bien, je me dirais, OK, c'est le bon moment pour rentrer sur Ouais. l'actif. Et à partir de ce moment-là, la toute dernière étape, c'est de faire une analyse technique et de déterminer avec, je sais pas, des moyennes mobiles ou des volumes, un niveau clé sur lequel acheter pour optimiser au maximum le prix d'entrée. Ouais, ok, intéressant, tu vois, le fait de se dire, moi je sélectionne une action par rapport à ses fondamentaux, mais c'est pas pour ça que je vais forcément tout de suite investir dessus. Je vais peut-être être patient en me disant, bah Ouais. voilà, moi j'attends quand même qu'il y ait une certaine décote pour avoir un niveau de risque moins élevé. Ouais. Sur Meli, par exemple, j'ai attendu. Je suis rentré avec une toute petite position à 1 600 $. Ouais. Et ensuite, il me semble que j'ai attendu 8 ou 9 mois avant de re-rentrer sur l'action. Parce qu'elle était trop chère selon moi. Et je Ok, suis re-rentré très récemment, autour des 2 000 $, parce que c'était ma zone d'achat à long terme. ok. Ouais, ouais, tu as un plan, tu t'y tiens. Et Je suis très patient, très 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 ouais, patient. ça c'est une règle qui est pas forcément toujours facile à suivre, mais Ouais. j'ai un peu la même strat moi d'entrée progressive, tu vois. Effectivement, j'aime bien rentrer sur l'action et puis après, par contre, je vais être patient et je vais vraiment attendre des niveaux qui m'intéressent, qui me semblent vraiment rationnels, avant de relâcher des cartouches peut-être un peu plus grosses. Tu sais, moi, je vais te dire une bêtise, mais je vais peut-être faire une première entrée à aller 1 000 € et puis par contre, mes prochains niveaux d'achat, si les fondamentaux n'ont pas évolué négativement, et ben là, je vais lâcher un petit peu plus de cash, quoi. Ouais, j'ai le même plan. Ouais. Bon, c'est cool. Et ben ouais, merci pour Mercado. Tu vois, c'est pareil, c'est des boîtes que je regarde de loin. Et c'est toujours intéressant un peu d'avoir l'avis de quelqu'un qui suit vraiment la boîte Ouais, assidûment, quoi. ouais, ouais, avec plaisir. La dernière question que je pourrais te poser pour clôturer cette vidéo, tes objectifs financiers sur les 3 à 5 prochaines années, quels sont les rendements que tu vises en bourse et comment tu vois l'évolution des marchés sur les 3 à 5 prochaines années? Alors, euh, en bourse, en termes d'objectifs de rendement, je me fixe jamais vraiment d'objectifs de rendement. Pas parce que, je me dis que c'est inatteignable ou que on peut pas forcément prédire l'avenir, mais le but pour moi, c'est surtout de placer mon argent, de me dire, voilà, mon argent, il est pas sur un livret A, il perd pas de la valeur. Au contraire, vu que le dollar et l'euro, généralement, quand même, globalement, on perd en pouvoir d'achat annuellement, bah, je me dis, bon, voilà, au moins mon argent, il est investi. Et aujourd'hui, pour moi, la bourse, c'est un des leviers les plus forts au niveau de l'investissement pour faire fructifier mon patrimoine. Après, voilà, je me fixe pas d'objectif parce que je veux pas me dire, tu vois, demain il y a un crack. Je veux pas me dire, ah ben merde, même si c'est pas forcément rationnel, le marché il chute de temps, je vais pas atteindre mes objectifs. Donc, je suis pas trop dans cette dynamique-là de me dire, voilà, je me fixe 10% de rendement. Si l'année prochaine, je fais 5%, c'est pas grave. Si l'année prochaine, je sous-performe le S&P 500, c'est pas grave. C'est mes décisions. J'ai choisi de faire du stock picking. Ça peut arriver de sous-performer, ça peut arriver de prendre des mauvaises décisions. Mais là, surtout, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de continuer d'apprendre des erreurs. Je vais continuer d'en faire. Ouais. Donc, je me fixe pas. Voilà, je suis pas figé là-dessus. J'investis beaucoup en bourse. Par contre, je suis aussi très diversifié. J'investis beaucoup en IMO. J'utilise beaucoup l'effet de levier des banques. Pour moi, c'est le deuxième très gros levier qu'il faut utiliser quand on veut investir, quand on veut faire fructifier son argent. En fait, pour moi, il y a 3 leviers, hein. Tu as l'effet de levier de la banque pour investir. C'est pas forcément que en IMO, hein. Tu peux faire de l'IMO, tu peux faire des SCPI, tu peux même faire de la bourse. Il y en a qui font ça. Après, voilà, là, faut avoir une démarche, c'est une autre démarche, hein. Ensuite, le fait d'investir l'argent qui est gagné. Donc, tu as l'effet de levier de la banque où là, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque qui travaille.
tu as le fait d'investir ce que toi tu gagnes. J'ai investi une très grosse partie de mes revenus. Pour moi, ça fait 10 ans maintenant, c'est devenu une habitude. Après, j'investis sur différentes enveloppes fiscales parce que tu vois, j'ai 2 enfants. Donc, je me dis que peut-être que d'ici 10-15 ans, je vais avoir aussi besoin de cet argent-là. Après, dans la mesure du possible, l'objectif, c'est que mes revenus immobiliers permettent de couvrir les études de mes enfants. Ça, par contre, c'est un objectif financier que j'ai. C'est que mes revenus d'immobilier puissent couvrir assez largement les études de mes enfants. Et la bourse, en fait, j'essaye de le voir un petit peu comme, effectivement, j'investis beaucoup d'argent dedans. C'est de l'argent dont j'ai pas besoin aujourd'hui. Je pense que ça va fructifier. J'ai la conviction que l'économie mondiale, elle va continuer à croître. Donc, je sais que ça va fructifier. Je sais pas vraiment comment, mais voilà, j'ai pas cette ambition-là de me dire tout le monde aura pas le même avis. Hein. C'est vraiment ma façon de voir les choses et je respecte vraiment voilà, celui qui se fixe des objectifs, c'est super. C'est un mec qui est ambitieux, c'est un mec qui est donc j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, moi aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, ouais, effectivement, je me fixais des objectifs. Aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus, voilà, de relativiser un peu plus. Il y a des années où je me suis loupé aussi, donc. Mais l'objectif, voilà, globalement. Bien. Ouais. Et donc tu voilà. vois la bourse Oui, vas-y. Après, du coup, voilà, les enfants. Ça, je pense que toi, par exemple, c'est peut-être une. Pour l'instant, t'as peut-être pas, voilà, toi, enfin, tu vois, chacun. Pas dans les plans. Ouais, voilà. Voilà, moi maintenant, j'ai 2 enfants, donc j'ai peut-être une façon de réfléchir qui est différente. Et après, l'objectif final, évidemment, c'est de faire en sorte que tous ces leviers-là, il y a aussi le business, hein, le fait de développer ses revenus. Pour moi, l'objectif, c'est que ces revenus-là, ils me permettent aussi de vivre à très long terme sans, tu vois, sans me priver, même si je me prive pas aujourd'hui, tu vois. Mais bien sûr, vivre de manière être plus à l'aise. Ouais, carrément, voilà, sans me mettre la pression. J'ai pas envie de me mettre la pression. Et toi, c'est quoi du coup un peu tes objectifs est-ce que tu te fixes des objectifs, tout ça? Je dirais que je me fixe des objectifs, oui et non. Je dirais que je me fixe des objectifs de capital. J'avoue que j'avais un gros objectif, c'était les 100 000 euros de capital. Après l'avoir dépassé, j'avoue m'avoir dit, ok, maintenant, c'est quoi l'étape suivante, quoi? Faut viser 500 ou 1 million d'euros. Ouais. Je pense que à court terme, j'ai comme objectif de développer mes revenus avec ce que je fais comme contenu sur les réseaux sociaux et essayer de mettre mon expertise au service des autres pour à la fois aider des gens à commencer à investir en bourse comme je peux le faire avec mes contenus et, je l'espère, pouvoir développer une activité où je vais proposer un produit. J'ai comme objectif de monter un fonds d'investissement en 2026 et j'espère que c'est un projet qui pourra se concrétiser parce que moi j'ai toujours été passionné de finance. Je voulais devenir trader à l'âge de 12-13 ans, tu vois. Donc ça a toujours été un truc depuis que je suis tout petit que j'ai voulu faire. Et je trouve que j'aime beaucoup faire ça. Je passe toutes mes journées à faire ça depuis 4 ou 5 ans maintenant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup gérer un portefeuille et obtenir de bons rendements en bourse. J'ai développé une bonne stratégie dont je suis très fier aujourd'hui. Et j'espère, voilà, j'irai à court terme sur un an ou deux, essayer de développer un produit ou un service, que ce soit une appli ou un fonds d'investissement, quelque chose en tout cas qui peut me permettre de mettre mes compétences au service des autres et continuer à créer du contenu sur les réseaux sociaux, de l'éducation financière, d'expliquer aux gens ce que je sais, d'essayer d'aider des gens en partageant mes analyses, voilà, tout ce que je fais sur mes portefeuilles. Si ça marche pour moi, ça marche pour les autres. Donc l'objectif, c'est de le partager et de développer de plus en plus de projets. Et après, financièrement, je dirais que le prochain objectif, c'est un demi-million d'euros et puis ensuite le million et ensuite on verra où tout ça nous mène. Ouais, c'est sympa de se dire, enfin, quand tu dépasses les 100 000, c'est une fierté et il y a de quoi être fier. Hein. Même les 10 000, tu vois, même quelqu'un, je trouve, qui tu commences, tu dis, bon, là, ça y est, enfin, j'ai quand même investi 10 000 euros. C'est pas rien. Chiffres, ouais. C'est un chiffre en plus, tu vois, c'est quelque chose, quoi. Et les 100 000, c'en est un aussi. Le demi-million, je pense que c'en est un aussi. Et le million, je pense que... Symbolique. Ouais, c'est symbolique. Et tu te dis, millionnaire quand même, c'est pas rien. C'est ça. C'est pas rien. T'as bossé pour avoir ça.
et tu sais que tu le mérites. Donc C'est ça. ouais, je pense que je l'ai aussi un peu en tête, tu vois, mais Et pas de pression, quoi. Et puis toi, ouais. j'ai bien compris que tu vois la bourse comme un placement pour contrer l'inflation, pour faire progresser ton capital, et tu es surtout sur l'IMO pour générer des revenus locatifs. Et je trouve que c'est une façon de penser qui est très logique, hein. C'est très, ça a du sens, quoi. Ça a du sens, et ça me parle, hein. Je trouve que ce que tu fais, c'est une très bonne stratégie. Après, tu vois, je dis ça, enfin, en termes de ratio, pour un gars qui dit ça, j'ai beaucoup d'argent en bourse quand même, tu vois. Par Ouais, rapport enfin, j'ai pas mal d'IMO, mais tu vois, la bourse, ça représente quand même une grosse partie de du, ton du capital. capital aujourd'hui, quoi. J'investis un peu moins, enfin, Par par rapport au ratio, j'investis un peu moins qu'avant. Ouais, Parce tu que confiance maintenant, ouais, le mode de vie évolue aussi. Toi, voilà, je pense que je sais pas quel âge t'as, 25 mais ans. t'as 25 et tu vois, et je pense que petit à petit aussi ton mode de vie va évoluer, tes attentes elles vont évoluer et du coup j'investis plus d'argent que quand j'avais 25 ans parce que mes revenus ont augmenté, mais la Ouais. part de ce que j'investis est peut-être un petit peu plus, enfin en bourse du moins, est peut-être un petit peu plus faible que ce Parce que qu'il je faut faisais quand vivre et j'avais il faut 20-25. kiffer. Ouais, Bien sûr, exact. Ouais. Ah, puis les enfants, ça totalement. coûte, hein. Ouais, carrément. Moi, ça va, j'ai encore 5-6 ans devant moi pour penser à ça. Prends ton temps, prends ton Ouais, temps. Mais, bah, trop bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions, on échange en commentaire, on parle avec vous. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez qu'on refasse des vidéos ensemble, si vous voulez qu'on traite des sujets ensemble. Et on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine sur nos chaînes respectives. merci Hugo, à bientôt. Ciao Barnabé. Ciao. On fasse des vidéos ensemble, si vous voulez qu'on traite des sujets ensemble. Et on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine sur nos chaînes respectives. Merci Hugo, à bientôt. Ciao Barnabé. Ciao.